Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. En février 2022, 6 mois après la perte de son petit garçon Joseph, né sans vie, juste avant le terme de sa grossesse, Anne me proposait de raconter son histoire, parce qu'elle sentait qu'elle était sur un chemin long, de deuil, et parce qu'elle sentait aussi que cette naissance allait tout changer. Avant de la retrouver, elle et sa tribu de 4 filles en 2025, je vous propose d'écouter ou de réécouter son premier récit. Dans cet épisode, elle revit cette journée qu'elle n'oubliera jamais, et les jours, les semaines et les mois qui ont suivi. Des heures où petit à petit, le noir s'est troué de quelques lumières. Il a fallu admettre qu'elle n'en guérirait pas, mais qu'elle pourrait vivre avec, en trouvant d'une façon ou d'une autre un moyen de faire vivre son fils dans sa famille. C'était un épisode aussi douloureux que lumineux, porté par la douceur et les sourires d'Anne, qui nous a donné sa confiance pour recueillir ce témoignage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Marine. Alors ça fait à peine 6 mois que Joseph est né et qu'il a été inhumé. Ça semble si proche et tu es déjà capable d'en parler, de raconter. Est-ce que ça fait partie du deuil ? Écoute, oui, alors moi je parle pas beaucoup de deuil parce que pour moi le deuil c'est un début, une fin, et en vrai je me rends bien compte que tout ça n'a pas de fin, donc je parle pas beaucoup de deuil, je parle plutôt d'assimilation, d'acceptation, etc. Mais en tout cas ça en fait partie intégrante. Assez vite, après le décès de Joseph, j'ai ressenti le besoin régulièrement d'en parler, de le mentionner, de le raconter, parce que c'est ce qui le fait vivre en fait. Est-ce que c'est facile d'en parler à tes proches, ou est-ce qu'il faut une personne qui soit dédiée à ça comme ta psychologue ? Non, je pense que j'en parle assez facilement. Alors en famille, c'est un petit peu compliqué. J'ai une famille qui est extrêmement présente, mais j'ai plus de difficultés. J'ai eu, en tout cas, plus de difficultés à leur en parler avec eux, parce que c'est une façon pour moi de les préserver, en fait. Et j'ai pas envie de les blesser à nouveau, parce que je pense qu'ils m'ont vu très, très mal, etc. Et donc, c'est une façon pour moi de les préserver. Donc, c'est peut-être pas en famille que j'en parle beaucoup. Si eux m'en parlent, j'en parlerai volontiers, mais voilà, c'est pas moi qui l'amène. En revanche, j'en parle beaucoup au quotidien, avec mon mari, mes filles évidemment, et puis avec mes amis, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui est très présent, quoi. Donc c'était le 18 septembre dernier, t'étais presque à terme, et t'as senti que quelque chose n'allait pas. C'était très certain. Est-ce que tu peux nous raconter cette sensation que t'as eue ce jour-là ? Ouais, alors en fait j'étais effectivement à quasiment 8 mois, et puis comme j'ai j'ai déjà 2 filles pour lesquelles j'ai accouché un peu en avance, c'est vrai qu'on l'attendait d'un instant à l'autre, tout était prêt, etc. etc. Et j'étais pas chez moi, puisque j'étais chez ma sœur à Paris. Je passais un long week-end avec elle et avec mon neveu, et puis j'étais allée aussi pour apporter des affaires. Moi j'ai eu que des filles, elle a donc un petit garçon, et j'étais allée pour apporter des affaires à Lille. Et donc, on a passé le début du week-end ou la fin de la semaine très, très, très chouette, etc. Tout allait bien. Le petit était en pleine forme, etc. Et puis, il y a une nuit, sans rien qui soit passé de particulier, où je me suis levée 2-3 fois dans la nuit. Je me suis dit, j'ai noté qu'il n'y avait pas de mouvement, en fait. Mais bon, on connaît ça arrive. Je me suis dit, il dort. Mais bon, voilà, quand même, dans mon sommeil, je l'ai noté. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et puis, je me suis réveillée le matin, et toujours rien. Et effectivement, il y a eu un sentiment de quelque chose n'est pas comme d'habitude. Alors j'ai fait tout ce qu'on fait d'habitude, je me suis changée de position, j'ai pris mon petit déj, j'ai mangé un peu sucré, je me suis rallongée, etc. Et en fait, il s'est toujours rien passé. Et très vite, ma sœur me l'a proposé d'ailleurs, elle m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on aille à Necker faire un contrôle, etc. » Et en fait, très vite, j'ai pas hésité, alors que ça m'était déjà arrivé, et qu'en fait...
Voilà, souvent ça arrive, et puis 3 minutes plus tard, ça y est, ou un quart d'heure plus tard, on sent son bébé bouger, etc. Là, très vite, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, il faut aller contrôler. Et donc on est parti assez vite, on a laissé le petit déjeuner en flanc, on est partis tous les trois, donc avec ma sœur et mon neveu, assez vite. Et tu vois, voilà, s'habiller, etc., descendre, monter dans la voiture et tout, il se passait rien. Et là, on se dit quand même... on se dit, il y a quelque chose qui va pas, et en même temps, tant qu'on nous le dit pas, ça n'a pas été constaté, etc., ben on y croit, quoi, parce que c'est la vie, et que voilà, on se dit ça va aller. Et en fait, on est allé à Necker. Alors évidemment, moi, j'étais pas suivie là-bas puisque je suis suivie ici à Lille. Et donc, ça a été extrêmement long parce qu'on est d'abord reçu. Alors les gens sont très gentils, mais on est d'abord reçu et on passe un quart d'heure sur le dossier admin, etc. Puis on est mis dans une salle d'examen où finalement il y a une interne qui vient nous poser tout un tas de questions pendant de longues minutes, et en fait ça a duré je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, avec tout un tas d'interrogations sur tous mes antécédents sur 3 générations, et moi j'étais là et j'attendais juste qu'on fasse une échographie et qui n'arrivait pas, et je sentais toujours rien, et voilà, ma sœur était pas beaucoup avec moi parce que comme elle avait son petit avec elle, et que les enfants sont pas vraiment autorisés dans le service, on lui avait demandé de descendre, etc. Et puis c'était compliqué parce que j'étais loin de mon mari, donc je l'avais tenu informé le matin par téléphone en lui disant, écoute, je suis un peu inquiète, je sens pas trop, je vais aller faire un contrôle, mais voilà, je savais que lui aussi il s'inquiétait, il était avec les filles et tout, je savais qu'il s'inquiétait, c'était compliqué, et j'attendais indéfiniment, et on venait jamais me faire cette échographie. Jusqu'à ce que ma sœur revienne et qu'elle me voie. Alors elle y croyait pas du tout, elle était sûre que c'était juste une vérification et que tout irait bien. Mais elle me voyait quand même très inquiète, et donc elle râlait un petit peu à côté en disant, écoutez, ma sœur croit qu'elle a un bébé mort dans le ventre, vous n'allez pas la laisser comme ça, faites quand même quelque chose. J'ai fini par avoir le sage-femme qui est venu me voir. En fait, il n'y avait pas de médecin disponible parce que c'était un samedi et que voilà, il était occupé, etc. Et donc le sage-femme est venu me voir en me disant, écoutez, moi je suis pas médecin, mais je peux vous faire une échographie. Il faut juste que vous... Est-ce que vous êtes... Alors je lui ai dit oui, évidemment, et il me dit, est-ce que vous êtes consciente que une absence de mouvements fétaux à ce terme-là, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors là, tout de suite, ça prend une dimension un peu... On commence à comprendre que, en fait, voilà, ça rend les choses un peu plus réelles. Et donc je lui ai dit oui, etc. Et donc il s'installe, il pose la sonde sur mon ventre, et il allume, tu sais, pour entendre le cœur, en fait. Et donc ça fait le petit chou, mais sans le battement. Donc il éteint tout de suite, il me dit rien. Mais tout ça se passe en un quart de seconde, enfin tout ça se passe extrêmement vite. Et je regarde son visage, en fait, et je m'en souviendrai toujours, parce qu'en plus, évidemment, avec les masques et tout, donc je vois que ses yeux. Et je regarde ses yeux qui regardent eux-mêmes l'écran, et je vois de la détresse, en fait. Et donc, il m'a rien dit, en fait. C'est moi qui lui ai dit « ça va pas ». Et il m'a fait un signe de tête pour me dire non. Et donc, à ce moment-là, je me suis effondrée. Voilà, la vie s'arrête à ce moment-là, je me suis effondrée tout de suite. Mais en fait, je voulais impérativement tenir informé mon mari qui était avec les filles, etc. Donc je l'ai tout de suite, j'ai attrapé le sage-femme par le bras. J'avais presque envie de lui faire un câlin parce que j'avais besoin d'un contact physique à ce moment-là. Et j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler mon mari. J'étais complètement effondrée, et tout ça s'est passé très vite. J'ai appelé mon mari, qui était en voiture avec les filles, donc en plus j'étais sur speaker, etc. Mais voilà, j'avais besoin de lui dire tout de suite, et je lui ai dit on l'a perdu. Et lui-même s'est effondré à ce moment-là. Donc là, moi, j'ai coupé toutes les vannes. J'ai tout arrêté, net. Il n'y avait plus une larme, plus rien. En fait, il était en voiture avec les filles, il était sur l'autoroute, et j'avais qu'une trouille, c'était qu'il se plante à ce moment-là avec les filles. Et il ne fallait pas rajouter du drame au drame. Donc j'ai essayé de le raisonner rapidement pour qu'il s'arrête et tout. Mais du coup, ça a tout coupé chez moi, tout arrêté. Et bon, voilà, ça a duré quelques secondes. J'ai fini par raccrocher pour qu'il gère ça avec les filles, etc. Et alors, à partir de ce moment-là, je crois que le sage-femme est allé chercher ma sœur pour qu'elle revienne.
Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a une telle violence que tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout est bloqué. On pense plus. Et enfin, moi, je sais qu'il y a vraiment eu un blocage total. Je me souviens avoir dit pendant de longues minutes, je comprends pas. C'est tellement irréel, en fait, même si il y avait quelque chose qui était pressenti, si tu veux. C'est tellement quelque part, on pense que ça n'arrive jamais, ce genre de choses, quoi. Et puis, il était là, enfin, il était sur le point d'arriver. Donc, c'est tellement irréel, tout s'arrête. Et il y a vraiment une espèce de blocage, il n'y a plus rien, il n'y a plus une larme, il n'y a plus une émotion, il n'y a plus une pensée sensée, il n'y a plus une projection, il n'y a rien. C'est le néant, c'est le vide total. Et ça dure un paquet de temps, en fait. Ça dure un paquet de temps parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, mais ça dure un paquet de temps. Donc là, on essaie on appelle, je crois que c'est ma sœur qui s'est chargée d'appeler mes parents. Mon papa aussi était sur la route parce que mes parents habitent à Toulouse et mon papa était censé monter me rejoindre à Paris et me ramener à Lille pour qu'on finisse, pour qu'on remonte toutes ces affaires ensemble, etc., etc. La seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c'était au fait qu'il fallait qu'il y ait des gens qui prennent en charge, qui s'occupent de mon mari, pour pas qu'il y ait un autre drame qui vienne se greffer à celui-là. Et il fallait que ma maman s'occupe de mon papa qui était sur la route aussi, parce que pour la même raison. C'était vraiment les deux seules choses. Et sur tout le reste, encore une fois, c'est bloqué. Je sais pas comment expliquer ça. Tout est bloqué. C'est une espèce de... Alors j'ai appris après avec ma psy que c'était une phase de sidération, mais effectivement c'est exactement ça. C'est un néant total. Tout est bloqué. Et puis, en fait, alors le sage-femme à ce moment-là sort, nous laisse un petit moment toutes les deux avec ma sœur, tous les trois avec mon neveu aussi. Et puis un peu plus tard, quelques minutes plus tard, il y a le médecin qui vient pour une prise en charge un petit peu plus globale, pour refaire une échographie, vérifier qu'il n'y ait pas de choses graves à prendre en charge tout de suite, ou voilà. Mais bon, voilà, moi, j'avais pas le moindre doute sur le fait qu'il fallait vérifier quelque chose, en fait. En tout cas, j'avais plus d'espoir du tout. J'avais compris, c'était intégré. En tout cas, c'était clair. Quand elle est revenue me faire une écho, je me suis pas dit un instant, on vérifie. En tout cas, on vérifie l'issue. Je connaissais l'issue, j'avais compris, c'était clair. Et très vite, j'avais envie de rentrer chez moi, en fait. J'avais plus envie d'être là, j'avais envie de rentrer chez moi, de retourner là où je suis suivie à la maternité à Lille, de retrouver mon mari, mes filles, ma maison, etc., etc., etc. Donc, alors on est quand même obligé de rester un petit peu parce qu'ils nous laissent pas repartir comme ça. Ils font quand même un gros bilan sanguin pour être sûr que on peut repartir sans risque. Après, on n'est pas à la minute pour la prise en charge. Donc effectivement, ils m'ont accordé le fait que je pouvais rentrer à Lille, être prise en charge à la maternité, etc. Donc j'ai passé quelques heures là. Entre-temps, je sais que ma belle-sœur est allée chercher mon mari pour qu'il reprenne le train pour Paris, pour qu'ils me rejoignent tous ensemble à Paris, même si je savais que je voulais rentrer à Lille avant le soir même. C'était important pour nous qu'on se retrouve, etc. Bref, toute la petite famille s'organisait malheureusement non plus pour un week-end de réunion autour de la préparation de l'arrivée de Joseph, mais voilà, de façon un peu plus dramatique. Et alors, il y a eu 2-3 heures pendant lesquelles j'ai attendu les résultats d'examen, etc. Et c'est pareil, quoi. Pas une larme, pas... de la tristesse, bien sûr, mais encore un sentiment de néant, une incompréhension, un blocage. Alors, je crois que j'avais arrêté à ce moment-là de dire que je comprenais pas. Je comprends pas, c'était arrêté. Mais néanmoins... Et puis on pense à des choses hyper étranges. On pense, est-ce qu'il faut que je reprenne le boulot ? Alors qu'en fait, on n'en est pas du tout là. Enfin, je viens d'apprendre que mon bébé était mort. On s'en fout du boulot. Voilà. Mais c'était, est-ce qu'il faut que je reprenne le boulot ? C'était des choses pratiques complètement... qui n'ont rien à faire là à ce moment-là. Mais comme tout est décousu, rien n'est censé à ce moment-là. Donc voilà, ça a été... Et puis petit à petit, on se met à comprendre que tout s'arrête, en fait. Que toutes les projections qu'on a faites... elle s'arrête net, que tout le bonheur qu'on a ressenti, qu'on vit, qu'on va vivre,
Tout est stoppé instantanément, et là, pour moi, c'est la vie qui s'arrête. Quoi. À ce moment-là, c'est la vie qui s'arrête. Bon, bref, j'ai finalement mes résultats d'examen, je peux sortir, etc. On se retrouve chez ma belle-sœur tous ensemble, on déjeune, je retrouve mon mari avec énormément d'émotions, mes filles aussi. Puis bon, on passe la journée là et on reprend rapidement un train pour rentrer tous les deux, en laissant les filles chez ma belle-sœur à Paris, et en se disant que mes parents allaient remontrer en voiture le lendemain pour nous rejoindre, mais on avait besoin de rentrer tous les deux à Lille à ce moment-là. Elles comprennent à ce moment-là, les filles, ce qui se passe ? Alors les filles, elles ont compris beaucoup, elles ont compris tout de suite parce que je pense que mon mari leur avait dit, quand on attendait encore, leur avait probablement dit qu'on attendait et que quand je l'ai annoncé à mon mari, ils étaient en voiture et qu'elles ont tout entendu. Et donc elles ont vu mon mari s'effondrer, elles m'ont entendu moi aussi, elles ont pleuré à ce moment-là, j'ai su qu'elles ont pleuré beaucoup à ce moment-là. Probablement parce qu'elles ont compris, et puis probablement aussi un peu par mimétisme, parce que c'était l'ambiance générale, quoi. Qu'elles voyaient leur papa s'effondrer et tout ça. Mais voilà, en fait, quand je les ai vues, elles m'ont fait un très gros câlin. Elles m'ont dit des choses très gentilles, elles n'étaient pas effondrées, elles m'ont dit des choses extrêmement gentilles. Mais l'instant d'après, en fait, elles étaient avec leurs cousins et c'était la fête, quoi. C'était la fiesta et on pouvait jouer et c'était trop cool, quoi. Et retrouver les jeux des cousins et tout, et c'était trop chouette. Bon, quelque part, c'est rassurant, en fait. C'est hyper chouette, c'est la vie et c'est très bien comme ça. Vous êtes repartis ? On est repartis. Tu es allée tout de suite à la maternité. Alors j'avais ma gynécologue qui m'a appelée dans la journée parce que en fait toute l'information avait été communiquée par Necker à la maternité de Lille, etc. Elle m'avait appelée dans la journée. Elle était évidemment désolée, mais elle m'avait rassurée sur le fait que je pouvais rentrer, etc. Et on avait convenu que j'aille à la maternité le lendemain matin, le dimanche matin. Donc on a été accueillis à la sortie du train par de très bons amis qui sont venus nous récupérer à la gare, et ça nous a fait beaucoup de bien de ne pas être tout seul en fait à ce moment-là. Donc ils sont venus, ils nous ont ramenés à la maison, il était 20h ou 21h, ils nous ont ramenés à la maison avec 3 pizzas et on a dîné tous les 4 comme ça. Et puis on est allés se coucher, on était épuisés. Et en fait le lendemain matin, en fait, les réveils, et celui-là et beaucoup d'autres qui ont suivi, sont extrêmement difficiles. Parce qu'on se réveille une nouvelle fois sur cette réalité, en fait. Et vraiment, le moment où on émerge, tout dans la tête se remet, quoi. Ah, il s'est passé ça, il se passe ça, la conséquence c'est que ça, etc. Et c'est extrêmement douloureux, extrêmement fatigant, et c'est répétitif, et c'est tous les matins pendant plusieurs semaines, en fait. Donc là, c'était très compliqué ce matin-là. Ceci étant... on était dans l'action, quoi. Il y avait un truc prévu, on avait rendez-vous à la maternité. Voilà, on est dans l'action à ce moment-là, donc on se pose pas tellement de questions, on y va. On a été extrêmement bien reçus. On nous a expliqué comment ça allait se passer. On m'a donné des comprimés pour préparer le col. Pour reprendre rendez-vous 48 heures après, le mardi matin, donc, pour à ce moment-là déclencher. Et voilà, donc on a pu poser plein de questions à ce moment-là. On a posé plein de questions. On est rentré. J'ai pris ces comprimés. On est rentré à la maison. Je crois qu'on a à nouveau revu des copains dans la journée. On a des copains très bienveillants qui ne voulaient pas nous laisser tout seuls. Et je pense que ça nous faisait du bien à ce moment-là d'être entourés. Comment tu as ressenti ces 2 jours-là avec ton bébé encore là, dans ton ventre ? Est-ce que tu voulais garder encore cette sensation de « il est là » ou est-ce que tu avais hâte d'accoucher ? Écoute, j'ai pas ressenti le besoin de m'en débarrasser. J'ai pas ressenti, je sais que souvent, c'est des choses qui reviennent en disant moi il fallait que ça s'arrête, il fallait que on me l'enlève, etc. Moi j'ai pas ressenti ça. En revanche, c'est très étrange parce que très vite, ne serait-ce que la forme du ventre change. On a un bébé qui est plus vivant, donc je pense qui pèse un peu plus au bas du ventre. Et puis au fur et à mesure que les heures passent et que ces 2 jours-là passent, il n'y a plus d'eau qui est fabriquée, donc on perd beaucoup d'eau et le ventre se tasse un peu. Et il y a vraiment un ventre qui change de forme, c'est un peu étrange. Mais voilà, il était encore là. Pour moi, c'était bien qu'il soit encore là à ce moment-là. Ça m'a pas tellement choquée qu'il faille attendre 48 heures. Puis de toute façon, dans ces moments-là,
moi, j'écoute ce qu'on me dit et les sachants savent mieux que moi et les médecins savent mieux que moi. Et si on me dit que c'est comme ça, bah, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, donc on a passé du temps avec des copains, ça nous a fait du bien, etc. Le soir, mes parents sont arrivés avec nos filles. Et puis en fait, alors on a voulu maintenir les choses les plus normales possibles pour les filles. Donc c'était le dimanche soir, le lundi elles sont allées en classe, etc. Et nous le lundi, ça y est, on était partis faire la tournée des Grands-Ducs pour aller aux pompes funèbres, rencontrer le prêtre, chez le fleuriste, etc., etc. Alors c'était un peu étrange parce que à la fois, il fallait se maintenir dans une forme d'activité pour pas rester sans rien faire et penser trop. Et à la fois, arriver chez tout ce petit monde et dire on a des obsèques à organiser. En montrant son ventre, les gens tombent un peu des nues et comprennent pas tellement. Et c'est vrai que c'est assez étrange comme sensation. Mais voilà, tout ça s'organisait petit à petit. Tu aurais pas voulu que quelqu'un fasse ça à ta place ? Non, c'était pas possible. Alors, c'était vraiment un besoin pour moi de m'occuper de ça. Et c'était un besoin pour moi de rester avec mon mari. J'aurais même pas pu lui dire écoute, tu t'en occupes, je reste à la maison, je suis fatiguée. Voilà, je pouvais pas rester toute seule à ce moment-là. Donc, on a géré un peu tout ça pendant la journée du lundi. Et puis finalement, on n'a pas attendu le déclenchement du mardi parce que le lundi soir, à partir de 18h, je me suis dit tiens quand même, je ressens les choses un peu différemment. Et puis alors moi c'est systématique, ça s'est passé pareil pour mes 3 accouchements. Le travail s'est toujours déclenché à ces heures-là et juste en amont de ce déclenchement-là, je pleure. Pendant 2 heures, je pleure. C'est toujours comme ça. Bébé vivant ou bébé mort, je pleure toujours avant, pendant 2 heures. Donc à ce moment-là, bon, je ne l'avais pas identifié comme ça parce que comme je pleurais quand même un petit peu par ailleurs, que c'était logique que je pleure, je ne l'avais pas identifié comme ça. Mais j'ai passé 2 heures en début de soirée où j'ai énormément pleuré, en laissant des messages à des copains, en racontant, etc. Parce qu'on commençait à dire ça à tout le monde. Je pleurais beaucoup et quand même, sur le coup de 19-20 heures, je me dis, tiens, là, je le ressens un peu dans l'eau, enfin, il se passe un truc, quoi, ça va peut-être pas attendre demain matin. Et effectivement, ça n'a pas entendu le lendemain, puisque le travail a commencé dans la soirée, donc j'ai tout de suite appelé la maternité en disant, voilà, je suis attendue demain, néanmoins, c'est en train de se déclencher. C'était très important pour moi que ce soit ma gynéco qui soit là pour m'accoucher. Donc j'ai demandé, c'était prévu de toute façon, elle était de garde, donc il n'y avait pas de sujet de ce point de vue-là. J'ai attendu un petit peu, je voulais pas y aller trop tôt, je voulais pas... C'était ma 3e grossesse, j'avais préparé un peu tout ça, je savais que je voulais un accouchement plutôt physio, en tout cas c'est l'idée que je m'en étais fait pour la préparation d'un accouchement normal si Joseph avait été vivant. Je voulais même essayer d'accoucher sans péridurale et je m'étais préparée un petit peu pour ça. Mais donc voilà, je prenais mon temps à la maison, je préparais un peu mes affaires, les filles étaient prévenues, mes parents étaient là, mes belles-sœurs étaient en train d'arriver. Et puis quand même sur le coup de 22h, ça commençait à être un peu douloureux, je me suis dit bon là on va peut-être y aller parce que c'est pas non plus la peine d'accoucher à la maison. Donc, on sait que ça peut aller un peu vite, donc voilà. Et on est parti, et écoute, c'était plutôt... pour moi, mon mari était un peu plus fermé, mais pour moi, c'était plutôt serein. C'est-à-dire qu'il y avait la même adrénaline que pour les accouchements de mes filles, en fait. J'allais accoucher, j'allais faire la connaissance de mon fils, et j'allais donner naissance... Et donc, il y avait une espèce de sérénité, d'apaisement, en tout cas de sentiments cohérents avec tout accouchement normal, quoi. Donc, voilà, on est parti, etc. J'ai été extrêmement bien accueillie et je remercie infiniment les équipes de la maternité parce que tout le monde a été extrêmement bienveillant et chaleureux, et c'est hyper important à ce moment-là de se sentir bien entouré, et tout le monde était très empathique, etc. Et bon, j'ai continué mon travail en disant non, pour l'instant je veux pas de péridurale, je vais essayer de faire un peu ce que j'avais prévu, etc. Voilà. Et ça a duré 1 ou 2 heures, et puis en fait au bout d'1 ou 2 heures je me suis dit en fait c'est suffisamment douloureux pour pas avoir besoin de ressentir trop de douleur physique en plus, en tout cas pas celle-là. Donc j'ai quand même demandé la péridurale que j'ai eue en suivant, et puis là il y a eu un moment où je me suis dit panique à bord, je me suis dit je vais pas y arriver, je suis incapable de faire ça, je vais pas y arriver.
Donc on m'a donné de quoi me calmer un petit peu. Et puis bon, la deuxième partie de l'accouchement s'est passée extrêmement vite parce que c'est un troisième. Donc je pense que je suis passée de 5 à 10 en 5 minutes. Donc il est arrivé très 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 vite. Et là, c'était... alors là, je sais que quand il est arrivé, avant qu'on me le donne, qu'on me le mette dans les bras, j'ai demandé à la sage-femme qui était là si il était beau. Parce que j'avais quand même un peu peur. Je savais qu'il était mort depuis 2 jours dans mon ventre et j'avais quand même un peu peur qu'il soit, qu'il soit un peu abîmé par la mort. Et je lui ai demandé s'il était beau, elle m'a dit oui. Donc elle l'a enveloppé, enfin comme on fait d'habitude, quoi. Elle l'a enveloppé, elle lui a mis un petit bonnet et puis elle me l'a donné. Et c'était vraiment pour moi très apaisant. Parce qu'en fait, quand un petit bébé naît, alors oui, au début il pleure, mais après il a quand même plutôt les yeux fermés, il est très calme et il se passe pas grand-chose. Et là, c'était un peu pareil en fait. Il est sorti de moi, il était chaud, il avait les yeux fermés, il était tout abouti parce qu'il faisait 2,5 kg, il était quasiment à terme, il était tout abouti, tout beau, enfin moi je l'ai trouvé parfait. J'ai été un petit peu surprise parce que j'y avais pas pensé. J'avais pensé à un certain nombre de choses, mais j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que, comme il était privé d'oxygène depuis 2 jours, il était un peu cyanosé, donc il avait les petits ongles un peu foncés, et puis il avait les lèvres noires. Et ça m'a un peu choquée parce que je m'y attendais pas. Mais je m'étais préparée à un accouchement très silencieux, à pas de cris, etc., etc. Donc c'était plutôt pour moi, quelque part, un moment de bonheur que de faire sa connaissance, de le serrer fort contre moi, de voir qu'il était beau, de voir à qui il ressemblait, s'il ressemblait plutôt à la première ou à la deuxième de mes 2 filles, etc. Alors je l'ai regardé un peu sous toutes ses coutures. Et puis après, assez vite, j'étais très fatiguée, donc ils me l'ont enlevé pour le nettoyer et puis pour l'habiller. C'était vraiment... Alors mon mari était assez bouleversé, il était assez triste, il a préféré pas le prendre dans ses bras, ce que je respecte totalement. Moi, j'étais encore une fois, j'étais plutôt apaisée. J'ai dormi, je sais pas, 1 ou 2 heures à ce moment-là en salle de naissance. Ils m'ont ramené Joseph après. C'était déjà un petit peu différent parce que déjà il était froid en fait. Et ça, c'est quand même assez difficile. Même si on le sait, on s'y est préparé, etc. C'était plus le moment d'apaisement de la naissance et du début. Il était froid et puis c'est un petit bébé qui est mort, quoi. Il saignait du nez, etc. Voilà, des petites choses, je pense, très classiques de ces cas-là, mais auxquels on n'est quand même définitivement jamais assez préparé, quoi. Donc j'ai repassé un petit temps avec lui à ce moment-là, et puis ils l'ont repris, je suis montée en chambre, etc. On a dû se coucher en fin de nuit, enfin s'endormir en fin de nuit. On a annoncé la naissance quand même de Joseph avant de s'endormir, par message à beaucoup de notre entourage. On a dormi quelques heures, et puis le lendemain matin, on a demandé à le revoir, on avait demandé à préparer une petite bénédiction, etc. Donc on a demandé à le revoir, et il a été monté... ils nous l'ont monté dans la chambre, et là, je me suis dit que c'était la dernière fois que je le voyais. Parce que là, pour le coup, il avait dormi dans un frigo. Il était vraiment très, très froid. Et c'était assez désagréable, en fait. J'étais contente de le voir. Il avait déjà changé physiquement, en fait. Il était plus rond, il avait un petit nez tout rond, et puis le lendemain, il avait un nez pointu. Il avait déjà changé physiquement. Et donc, je me suis dit que c'était la dernière fois que je le voyais. Mais on a passé un bon moment. Ça nous a fait du bien. Et on lui a dit au revoir. Je savais qu'on avait la possibilité de revenir avant la mise en bière, et d'être là même au moment de la mise en bière, mais voilà, j'avais, en tout cas pour ma part, j'avais décidé que je le verrais plus. Et je savais que j'avais de la famille, mes parents, ma sœur, mes belles-sœurs, etc., qui auraient peut-être voulu le voir. Et en fait, j'ai eu à cœur de leur dire que c'était pas une bonne idée. Que, évidemment, j'ai rien interdit à personne. C'est très propre à chacun, c'est une démarche qui est très propre à chacun. Mais en fait, dans le fond, je savais qu'il avait déjà beaucoup changé, et j'avais pas envie qu'on le voie comme ça, en fait.
Et je savais que ça pouvait être un peu choquant, etc. J'avais pas très envie qu'on le voit comme ça. Donc voilà, on a dit au revoir à notre petit Joseph. Et en fait, quand on a accouché et qu'on n'a pas que tout s'est bien passé et qu'on n'a pas de bébé à surveiller, de prise de poids à surveiller, etc., on est renvoyé à la maison assez vite. Puisque, en fait, à midi, ma gynéco était repassée, elle avait vérifié que tout allait bien, elle m'avait fait les ordonnances des 2-3 trucs qu'il faut en sortant. Et en fait, on pouvait rentrer chez nous, quoi. Donc on est rentré à la maison. On est rentré à la maison à midi. Et on est rentré un peu les mains vides. Je suis allée me reposer. En fait, je suis allée me coucher. J'ai dormi tout l'après-midi. J'ai dormi tout l'après-midi pendant que mon mari est allé au cimetière, est allé tout encore organiser tout ça. Et puis là, il s'est passé 2-3 jours. Donc ça, c'était le mardi. Et en fait, entre le mardi et le vendredi, qui est le jour où ont eu lieu les obsèques de Joseph et où on l'a enterré, c'est vraiment de l'organisation. C'est pas du tout un postpartum. Enfin, c'est pas du tout les quelques jours de postpartum. Moi, j'étais décidée à faire les choses correctement, à rester le plus allongée possible après ce troisième accouchement, à rester le plus au repos possible, à manger correctement, etc. Bon, en fait, il s'est rien passé de tout ça parce que clairement, on a passé 2 jours à courir partout pour organiser l'enterrement de Joseph. Et même si on avait nos parents qui étaient là, nos sœurs qui étaient là, etc., en fait, c'était important pour nous de le faire nous. Et puis moi, je pouvais pas passer une seconde sans mon mari. Il fallait que je sois avec lui tout le temps. Il y avait un sentiment de peur d'être toute seule, de peur d'abandon. Je pouvais pas. C'était fusionnel. Il fallait qu'on soit tous les deux. C'était impératif. Même 5 minutes, je pouvais pas rester 5 minutes sans lui. Donc on a fait tout ça très en fusion tous les deux. On était beaucoup dans l'action. Donc oui, il y avait des moments très difficiles, mais on était beaucoup dans l'action. Moi, je voulais pas montrer beaucoup, encore une fois, pour les préserver à mes parents qui étaient à la maison, etc. Je voulais pas montrer beaucoup mes émotions, mais je sais qu'il y avait des moments où je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Mais voilà, tout ça s'est organisé et puis on suivit une jolie journée d'obsèques où on lui a dit au revoir, en fait, avec une très jolie cérémonie où on a beaucoup, beaucoup d'amis et on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont venus nous soutenir et lui dire au revoir. Et ça nous a fait énormément de bien de se sentir porté par tous ces gens et aimé et de le sentir aussi entouré avec autant de bienveillance. Vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien. Alors c'était terrible parce que, pour la petite anecdote, on m'avait donné un comprimé pour pas avoir de montée de lait. Sauf que j'ai l'impression que ce comprimé ne sert à rien. Parce que j'ai eu une montée de lait d'enfer le jour des obsèques de Joseph. Le jour où je pense que 150 personnes m'ont fait un gros câlin et m'ont serré très fort dans les bras. Et donc, c'était extrêmement douloureux. Et c'était tombé ce jour-là, c'était une petite anecdote assez rigolote. Voilà, et ça a été somme toute une belle journée. Je vais pas un temps de rêve, mais ça a été une belle journée. Et voilà, et en fait après, petit à petit, les gens repartent. La famille repart, et on se retrouve tous les 4. Et là c'est dur. Là, on a le sentiment d'avoir été projeté dans le vide et d'atterrir au pied d'une gigantesque montagne qu'on n'arrivera jamais à gravir. Voilà. C'est le néant. Alors on essaie de maintenir tout ce qu'il y a de plus normal en termes de rythme pour les filles, etc. Voilà. Mon mari ne reprend pas tout de suite le boulot, ou en tout cas il reprend petit à petit, mais pas en présentiel, donc en restant à la maison, parce que je peux pas rester toute seule. Et en fait, c'est le vide total. C'est une douleur immense, c'est une douleur physique, en fait. C'est physique. Je me souviens d'avoir ressenti des douleurs physiques à l'intérieur de moi, dans mon ventre, dans mon cœur. J'avais qu'une envie, c'était de dormir et que ça s'arrête, quoi. De dormir tout le temps et que ça s'arrête. Pour pas sentir, pas du tout que j'avais envie que la vie s'arrête et que j'avais envie de mourir, etc. Pas du tout, du tout. Mais j'avais juste envie que cette douleur s'arrête.
Je souhaite ça à personne. C'est en fait, on dit que le monde s'arrête, mais là c'est vraiment le monde qui s'arrête, quoi. C'est une expression qu'on utilise facilement, mais en fait là c'est vraiment le monde qui s'arrête, quoi. C'est indescriptible, c'est physique, c'est moral. Tout est difficile, tout est insurmontable, tout paraît insurmontable. Tu disais que tes filles, justement, pour elles, la vie reprend très vite. Elles sont dans la vie et que on se dit que ça peut nous porter, mais tu me disais qu'à ce moment-là, c'était très dur pour toi de les voir parce que tu n'avais presque pas envie que la vie reprenne. Tu n'étais pas prête. Ouais, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, comme tout a été tourné pendant des mois vers cette grossesse, cette arrivée, cette projection de ce troisième enfant, de ce fils qu'on n'avait pas jusque-là, etc. C'est un grand projet qui prend beaucoup de place. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Donc il y a une espèce de grand vide qui se crée. Et rien au début ne prend la place de ça. Donc on ne trouve d'intérêt dans rien. Et avec les filles, ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est que la vie reprend tout de suite le dessus, même si elles voient ce qui se passe, qu'elles comprennent, qu'on en parle beaucoup, qu'elles pleurent aussi parfois, mais en fait, l'instant d'après, la vie est là, et je trouve ça extraordinaire. Il y a une résilience absolument incroyable. Mais alors, moi, je me souviens des week-ends qui étaient extrêmement difficiles, parce qu'en fait, le soir, dans la semaine, c'est le tunnel du 18-20 qu'on connaît toutes, donc on est dans l'action, il y a des choses à faire. Que tu as réussi à voilà. assurer dans ces périodes ? Oui, alors on a toujours l'aide d'une périscolaire qui était là avant et qui a continué d'être là, mais ça allait, même si je pense que voilà, j'avais un peu la mine des fêtes, et voilà, mais ça allait, parce qu'on est dans l'action, justement, et que je voulais maintenir les choses les plus normales possibles, je voulais pas qu'elles changent de rythme. Mais les week-ends étaient terribles parce qu'on avait envie de rien, parce que ce vide, on était incapable de le combler, alors que les filles, elles avaient besoin qu'on soit là, elles avaient besoin qu'on fasse des choses. On ne pouvait pas les laisser jouer entre elles toutes seules toute la journée, c'était pas possible. Fallait maintenir les activités périscolaires du samedi matin, fallait maintenir les promenades, les activités, les jeux, les sorties, etc. Et ça, ça nous demandait une énergie folle qu'on était incapable de déployer à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit, mais oui, elles ont 5 et 4 ans. Oui, donc, oui, effectivement, elles ont 4 Mm. et 5 ans, et donc c'est encore des petites. Et donc ça a duré un paquet de temps. Ça a duré assez longtemps, et petit à petit, en fait, petit à petit, le cerveau arrive à replacer des centres d'intérêt doucement ici et là, et donc on retrouve de l'intérêt dans les choses très progressivement, très lentement. C'est très très long, mais ça arrive, et heureusement que ça arrive. On passe par énormément d'émotions différentes. Je suis pas sûre d'être capable de regarder dans le rétroviseur et d'identifier des vraies phases. Je sais que les choses ont changé, je sais que j'ai progressé. Je suis pas sûre de savoir identifier des phases définies, mais il y a beaucoup d'émotions différentes. Il y a beaucoup de peur au début, la peur d'être toute seule, la peur d'être abandonnée, la peur qu'il arrive autre chose, parce qu'en fait, on comprend que quand tout va bien, tout peut aller très mal du jour au lendemain. Il y a ce vide immense, et il y a deux choses, il y a deux choses à identifier. Il y a le manque de mon fils, que moi j'ai connu, parce que, alors, mon mari aussi évidemment, mais c'est encore différent, mais que moi j'ai connu parce qu'il était à l'intérieur de moi, et qu'on a fait plein de choses ensemble pendant des mois, et qu'on a communiqué, etc., etc. Il y a ce manque-là qui est terrible. Il y a le manque de toute la projection qu'on faisait du futur, etc. Et il y a le drame du bonheur intense qui s'arrête, en fait. Et ça, on n'y pense pas. Mais moi, j'étais extrêmement heureuse. Cette grossesse m'a apporté énormément de bonheur, parce que c'est la troisième, parce que c'est peut-être la dernière, parce qu'on se sent plus légitime, parce que j'ai 50 plus que pour les filles, et que donc on se sent plus légitime dans une grossesse, dans une maternité, etc. On se sent plus à l'aise, on aborde les choses différemment, parce que c'était un garçon. Et que c'était incroyable. Moi, depuis le début, je disais à mon mari, tous les soirs quand je me couchais, je disais, tu te rends compte, on va avoir un troisième enfant, on va être 5, on va avoir un fils. Tu te rends compte ce qui nous est donné, c'est incroyable. Et j'étais vraiment tellement heureuse.
Et ça, quand ça s'arrête net, c'est terrible en fait. C'est d'une violence inouïe, c'est très difficile. Et ça venait s'ajouter au manque évidemment de Joseph en lui-même. Et voilà, ça c'était très très douloureux. Est-ce que cette douleur, tu as l'impression qu'elle t'est vraiment propre, ou c'est un peu la même chose pour ton mari et vous avez pu en parler, ou ça reste quand même quelque chose qu'en tant que mère on vit seule, selon toi? Écoute, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari incroyable et qui m'a énormément soutenue et avec lequel je communique beaucoup. Et donc on a vécu ça très ensemble, de façon très soudée. J'ai pu toujours lui dire tout ce que je ressentais. Je ne me suis jamais retenue de lui dire des choses, même si je sais que lui, parfois, s'est retenu pour être là pour moi. Je sais qu'on a vécu des choses, on a ressenti des choses. Ce vide immense au départ, on l'a ressenti de la même façon. En tout cas, on l'a ressenti tous les deux. Mais je sais aussi que y a nécessairement une différence en fait. D'abord, mon mari, il avait besoin de se raccrocher au quotidien à ce qu'il y avait de tangible pour avancer. Et ce qu'il y avait tangible au bout de 10 jours, 15 jours, c'était de retourner au boulot, de reprendre des journées sous le format habituel. Et c'est très bien qu'il l'ait fait. Je pense que c'était pas facile, mais je pense que c'est très bien qu'il l'ait fait, même si c'était extrêmement difficile pour moi de rester seule. Voilà, moi à ce moment-là, j'aurais été incapable de reprendre les choses normalement. Je pense que lui, c'est ce dont il avait besoin. Moi, j'aurais été incapable. Et effectivement, c'est peut-être plus sur la durée que les choses sont un peu différentes. Je pense que le choc immédiat, il est le même pour tous les deux. Mais il a tout de suite été très lucide sur le fait, et il me l'a dit, sur le fait que on ressentait forcément pas les mêmes choses, parce qu'on les avait pas vécues jusque-là de la même façon. Et donc, moi, j'avais très peur que... J'avais l'impression que je m'en remettrais jamais. Et j'avais très peur que il soit pas là indéfiniment à mes côtés, en fait. J'avais très peur qu'au bout de 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, il soit plus là, ou qu'il me dise oh, c'est bon là, il y en a marre, essaie de passer à autre chose, ça fait X semaines, maintenant c'est bon. Voilà. Et il m'a toujours promis qu'il serait toujours là, même si ça durait des années. Et le fait est que jusque-là, il a toujours été là de la même façon, avec le même soutien immense, etc. Mais effectivement, on a ressenti des choses différentes. Moi, j'ai eu un manque physique terrible pendant extrêmement longtemps. Et puis moi, j'avais des vrais souvenirs avec Joseph que lui n'avait pas. Moi, moi, toute la chambre de Joseph, je l'ai préparée pendant que mon mari travaillait. Et j'ai pas le sentiment de l'avoir préparée toute seule, j'ai le sentiment de l'avoir préparée avec Joseph, de lui avoir parlé, de lui avoir raconté ce que je faisais, comment j'installais, de lui avoir demandé son avis, etc. D'avoir plié tous ses petits vêtements du 0 au 9 mois avec lui, etc. Donc j'avais... En fait, moi, j'ai l'impression, enfin, je l'ai connu. Il y a plein de gens qui vous disent, bon, bah, en fait, dans ton malheur, t'as de la chance parce que finalement, tu l'as pas connu. Ça aurait été plus difficile s'il avait vécu. Ben, moi, je l'ai connu, en fait. Pour moi, il a vécu. Il n'y a pas eu... Enfin, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est très propre à la maternité, quoi, et à la femme. Après, voilà, il y a eu des sentiments très différents. Je pense que moi, j'ai ressenti... Un peu après, j'ai ressenti pas mal de culpabilité. J'ai pas ressenti de la culpabilité sur est-ce que ce qui est arrivé est de ma faute. Ça, d'abord, on avait fait toutes les analyses. On n'a jamais... voilà, il y avait pas il n'y a jamais eu d'explication. Tout allait très bien. Tout allait très bien d'un point de vue mécanique. Tout allait très bien d'un point de vue infectieux. Voilà, tout allait très bien. Donc, il n'y a jamais eu d'explication, outre le fait que ce serait... en fait comme une mort subite du nourrisson, mais qui arrive un peu en amont. Donc je me suis jamais dit que j'avais fait quelque chose de mal pendant ma grossesse. En revanche, j'ai eu une culpabilité immense d'introduire le drame dans la vie des autres, en fait. Et ça a été vachement compliqué, parce que j'avais l'impression d'avoir enlevé quelque chose à tout le monde, à mes parents, à ma sœur, à mes belles-sœurs, à mes amis. L'idée de faire vivre à mes filles le deuil à leur âge, c'était
C'était très compliqué pour moi. Et même si je sais que tout ça relève de l'accident de vie et que c'est pas de ma faute, c'est quand même moi qui viens annoncer qu'il n'y a plus de mouvement, que je le sens plus et qu'il est plus là, quoi. Donc il y a eu beaucoup de culpabilité. Ça a été très compliqué pour moi de passer cette phase-là et d'assimiler ça. Donc beaucoup de copains par l'école des filles, etc., qui ont des enfants du même âge que les filles. Et j'ai encore aujourd'hui des enfants de mes amis qui nous disent... qui font des prières tous les soirs en se couchant et qui font tous les soirs une prière pour le petit bébé de Anne et qui demandent au petit Jésus de lui donner des étoiles à manger et lui essuyer les fesses avec des nuages, quoi. Donc, et ça, ça a été hyper compliqué pour moi d'avoir fait rentrer ça dans la vie de petits-enfants de 4 et 5 ans qui demandent toujours... qui en parlent toujours, tous les jours, qui demandent à leurs parents d'aller au cimetière pour faire un coucou aux petits frères d'Agathe et Charlotte, etc. Alors je trouve ça fabuleux et moi ça me fait très chaud au cœur, ça nous fait à tous les deux très chaud au cœur avec mon mari. Mais je m'en remets pas d'avoir introduit ça dans la vie de tout ce monde-là, quoi. Ça a été très difficile. Je suis pas sûre que mon mari l'ait ressenti de cette façon-là. Mais voilà, on passe par beaucoup de sentiments très différents. Tu me disais que les premières fois et les dates étaient compliquées sur ce chemin-là. Est-ce que, du coup, ça devient compliqué ou impossible de se projeter parce qu'on a peur des dates et des prochaines choses qu'on va vivre? Écoute, oui, les dates sont très difficiles. Les premières fois au début sont extrêmement compliquées parce qu'en plus il y en a beaucoup des premières fois en fait, on se rend pas compte. Mais la première fois qu'on retourne dans tel endroit, la première fois qu'on redépose les filles à l'école parce que qu'on recroise telle personne, qu'on retourne chez tel médecin, qu'on remet tel vêtement, il y a toujours quelque chose qui nous dit la dernière fois que j'étais là, j'avais encore Joseph, il était encore en pleine forme, etc. Ça, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup au début. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, il y en a de moins en moins. Elles sont de moins en moins fréquentes et c'est normal et heureusement. Mais je sais qu'il y en aura encore beaucoup sur tout le cycle d'une année. Aujourd'hui, ça n'empêche pas d'avancer parce que j'ai pris conscience que c'était un passage obligé et que ça faisait partie intégrante de ce processus d'assimilation et d'acceptation de tout ça. Donc j'en ai encore des difficiles, j'ai pas remis les pieds à Paris depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé et bon, il faut que j'y retourne, je vais y retourner, j'y retourne d'ailleurs bientôt, là prochainement, mais je sais que ça va être compliqué, je sais que ça sera aussi compliqué de retourner chez ma sœur, mais j'en ai envie, il faut que je le fasse parce que c'est la vie et parce que je sais qu'il faut passer par là et parce que plus on repousse, plus on retarde, moins on progresse. Donc ça n'a pas de sens en fait. Est-ce que tu arrives à faire des projets et de quel ordre ou est-ce que tu te laisses le temps et tu t'en imposes aucun? Écoute, c'est difficile de se projeter. Il y a eu toute une période au début, pendant 2-3 mois, où en fait tout se vit vraiment un jour après l'autre. On n'a pas la moindre idée et la moindre capacité d'envisager les choses à plus de 2 ou 3 jours. Donc c'est extrêmement difficile de se projeter à ce moment-là. Néanmoins, il y a quand même un instinct de vie qui fait que on sait que la vie, elle va continuer. Et un jour, on comprend que ça va aller mieux. Et que on va vivre avec, en fait. En fait, il y a un premier dîner, un jour, un premier moment avec des copains, on passe 2 heures, puis on se dit, en fait, j'ai passé 2 heures vachement cool. Sans y penser? Sans y penser. Alors, en général, au début, quand on se passe ça, les 2 heures, elles sont vachement cool, mais les 2 heures qui suivent, elles sont extrêmement difficiles. Parce que ça ne fait que des vagues, en fait. Donc, ça va très bien, puis ensuite, ça va très, très mal. Et ça, c'est très fréquent pendant de nombreuses semaines.
Et surtout qu'au début, on s'imagine qu'un jour, on va se réveiller et que ça va aller. On sera guéri. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on ne sera jamais guéri. Ça, c'est assez vertigineux aussi. Et ça m'a fait assez peur aussi de réaliser qu'en fait, il y a une tache sur le tableau et qu'il y aura toujours une tache sur le tableau, à vie, que cette tache, elle s'en ira jamais, qu'on a été touché par un truc qui ne disparaîtra jamais. C'est extrêmement difficile, sauf qu'on arrive à comprendre que, petit à petit, que aujourd'hui, cette tache, elle prend tout le tableau et que petit à petit, elle va se réduire et qu'un jour, il y aura une petite tache dans un coin et qu'elle sera toujours là et qu'elle restera, mais que la vie reprendra son cours et que on arrivera à nouveau à voir tout positivement, quoi. Et ça met beaucoup de temps à arriver, mais ça finit par arriver. Et effectivement, il y a de la projection, des vacances, des moments de vie qu'on attend et dont on sait qu'ils vont nous apporter quelque chose. Et donc ça contribue à nous tirer vers le haut. Merci Anne. Merci à toi Marine. C'était une nouvelle histoire de mère. J'espère qu'elle vous a touché, ému et inspiré. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. En attendant, retrouvez-nous sur leslouvres.com, le magazine qui embellit votre quotidien de jeune maman.